Voilà, on va commencer. On s'est donné 5 petites minutes pour que les retardataires aient le temps de nous rejoindre. Et ben voilà, c'est l'automne, hein. Voilà. Merci d'avoir bravé les éléments pour venir à cette première conférence, à cette réouverture des cycles de conférences du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Je suis Sébastien Soubiran, je suis le directeur du Jardin des Sciences et j'aime bien venir à l'ouverture et généralement j'essaie de revenir en janvier aussi. Vous souhaitez une bonne année. Voilà, donc vous retrouvez la fine équipe, hein, Margot et Jean-Yves. Et pour commencer un beau programme avec une coloration un peu particulière, puisque peut-être que certaines et certains d'entre vous ont entendu parler de la réouverture du musée zoologique. Voilà, si vous suivez un peu les actualités, je pense que vous devriez être un petit peu, peut-être que même certains d'entre vous l'attendaient avec impatience. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont eu la chance de déjà le visiter. Non? Oui? Levez la main, ceux qui l'ont déjà vu. Ah oui, ah oui. Bon, c'est pas beaucoup, oui. Vous n'avez pas osé affronter plus de quasiment 8000 personnes hein, ce week-end pour les Journées du patrimoine. Voilà, j'en profite pour saluer Samuel Cordier, qui est le directeur du musée zoologique, avec qui on a porté cette belle aventure et on est assez content et un peu fatigué, je vous cache pas, mais content que ça soit enfin ouvert. Alors, ben, donc on va avoir plusieurs conférences du lundi qui seront avec cette coloration un peu musée d'histoire naturelle, musée zoologique. On fera un petit duo avec Samuel d'ailleurs à un moment donné. Et pour la première conférence, donc nous n'avons pas la conférencière qui était prévue dans le programme, mais je dirais finalement, c'est bien puisque Déborah Dubald, qui est une maître de conférence au département d'histoire de la santé et de la vie à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, qui est spécialiste des musées d'histoire naturelle, entre autres, mais qui fait plein d'autres choses, qui s'intéresse également au reste humain, et qui, du coup, a déjà eu plusieurs vies de recherche, là, mais qui continue, et qui nous accompagne énormément, le Jardin des Sciences, dans toutes ses réflexions autour des collections universitaires. Et elle a très gentiment, parce que d'abord c'est une personne très sympathique, mais en plus qui a le sens de la solidarité. Et donc jeudi, quand on l'a appelée pour remplacer au pied levé la conférencière qui manquait, eh bien elle a dit oui. Vendredi, c'était, pardon, vendredi soir, excusez-moi, déjà. Donc vendredi soir. Donc un grand merci à Déborah d'avoir accepté, malgré un emploi du temps qui était déjà bien chargé avec cette rentrée. Voilà, donc merci par avance. Elle va nous parler un petit peu des musées d'histoire naturelle en périphérie de la capitale, c'est-à-dire, mais pas que, un peu de tout, c'est fantastique. Voilà, donc en tout cas, je nous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous, un bon cycle de conférences et au grand plaisir de vous accueillir toujours aussi nombreuses et nombreux à ces conférences du Jardin des Sciences. Voilà, je sais pas, Jean-Yves, je crois que c'est toi qui embraye ou Margot? Tout, ah, ok. Bon, bah alors, c'est bon? Très bien. Bah alors, Déborah. Baisser ça un peu. Est-ce que vous m'entendez toujours bien si je parle ici? Ça va? Il faut que je parle plus fort peut-être. Non? Vous me dites hein, si ça va pas. Je me tiens juste un compte de l'heure. Il y a un téléphone qui est resté ici. Voilà. Excusez-moi, petite mise en place. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là, un peu intimidée pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me sens moyennement préparée à vous parler puisque, à vrai dire, j'ai préparé la conférence ce matin. Bon, heureusement, je connais un peu le sujet. Ça a facilité les choses, mais peut-être que ça va pas la faciliter dans la mesure où j'ai envie de tellement tout raconter que, bon, le risque va être que je me perde un peu dans les détails. Donc, si vous vous sentez perdu, faites des têtes perplexes et j'essaierai de revenir au rivage.
2e raison, la salle est très impressionnante et en fait, ça me rappelle des vieux souvenirs de quand j'étais étudiante ici, donc j'étais jamais passée sur, ce volet-là de cette partie-là de la salle. Et la 3e raison, il y a 4 raisons. Il y a 3 raisons, c'est parce que, mes collègues Sébastien Soubiran et Samuel Cordier sont là, donc en fait, je me suis dit: «Mince, je vais quand même pas pouvoir faire les petites blagues que j'avais prévues», et j'ignorais en plus que c'était la première conférence du cycle, donc j'ai un peu la pression pour vous faire revenir pour les prochaines. Voilà, bon. Si ça peut vous rassurer, les prochaines, je serai plus là, donc si vous n'avez pas aimé, il y aura d'autres personnes. Voilà, donc alors, ce que j'ai tenté de bricoler, hein, on va être tout à fait honnête, c'est une longue histoire des musées d'histoire naturelle qui repasse par, ce qu'on appelle souvent leurs origines, les cabinets d'histoire naturelle. Je vais vous montrer que c'est pas tout à fait un terme en tout cas avec lequel je suis d'accord. Et essayer de revenir jusqu'aux défis contemporains en s'arrêtant sur différents cas. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez vite et il y a des choses sur lesquelles je risque de m'endormir un peu, notamment les musées périphériques et les musées de province qui sont mes petits chouchous puisque c'est sur les musées de province que j'ai fait ma thèse. Alors, c'est parti. Donc, vous n'avez pas vu, pour la grande majorité d'entre vous, le nouveau musée zoologique qui est très beau. C'est pas que moi qui le dis. C'est aussi les retours de beaucoup de monde que j'ai pu croiser, notamment parmi le public de l'amphithéâtre d'anatomie pathologique. Bon, bref, dans mon autre casquette, c'est être référente patrimoine pour le département d'histoire des sciences de la vie et de la santé. Et donc, on ouvrait l'amphithéâtre d'anatomie pathologique à l'Institut d'anatomie ce week-end. Le public de l'amphithéâtre était très enthousiaste quant au musée zoologique. Alors, je ne vais pas du tout vous parler de ce musée. C'était juste une sorte de clin d'œil pour vous dire, pensez-y. Et les éléments que je vais vous présenter là, quand vous irez visiter le musée, essayez peut-être de les reconnecter. L'histoire du cabinet naturaliste de Hermann, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce que ça se place dans l'histoire du musée, sa municipalisation, sa transformation en musée très particulier, puisque c'est un musée à la fois municipal et universitaire, un cas unique en son genre, en tout cas en France. Dans l'exposition permanente et les espaces d'exposition semi-permanente, qu'est-ce qui a pu se jouer en fait dans la façon dont on a mis en scène la nature? Puisque c'est finalement de ça qu'il s'agit, c'est les musées d'histoire naturelle, quelle est finalement l'histoire de la façon dont on met en scène la nature, quelle nature est-ce qu'on montre, comment est-ce que ça s'articule surtout avec la production des savoirs sur la nature avec lesquels les musées entretiennent une relation très particulière. Alors, petit saut dans le temps, sur l'émergence des cabinets de curiosité. Alors bon, déjà, 19e siècle, on oublie parce qu'au départ, je voulais faire un saut un peu plus long sur la curiosité au 19e. Ça faisait vraiment un petit peu long, donc on va laisser tomber le 19e. L'émergence des cabinets de curiosité au 16e, 17e siècle, plus particulièrement. Donc c'est souvent ce qu'on appelle les ancêtres des musées, à l'origine des musées, les proto-musées, enfin bref, toute forme de formulation qui permettent de dire c'est les musées anciens. Bon, moi je suis historienne et donc en fait ce que je vois c'est que les choses elles ont un contexte et un musée d'histoire naturelle du 21e siècle n'a rien à voir avec un cabinet de curiosité du 16e siècle parce que le contexte est différent. Voilà, c'est ça, c'est posé. Donc il y a évidemment des effets de continuité. Il y a des objets posés sur des étagères et ça fait joli. Mais ça s'arrête presque là. Alors, pas tout à fait, mais c'est juste pour créer du teasing. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité à cette époque-là, notamment au XVIe et surtout XVIIe siècle? Je me suis déjà perdue dans mes notes. Au XVIIe siècle, on réhabilite, en tout cas les intellectuels réhabilitent la notion de curiosité
qui n'est pas une façon de dire «Ah, je suis curieux, j'aime bien découvrir des choses dans la nature», mais qui est en fait devient un moteur de l'enquête scientifique. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition entre curiosité et science. La curiosité fait partie des modes de production des savoirs. Alors les sciences telles qu'on les entend aujourd'hui n'existent pas du tout dans cette forme-là à cette époque-là, mais les sciences dans le sens d'écrire et comprendre le monde qui nous entoure, ça existe évidemment, ça n'a jamais vraiment pas existé. Et la curiosité fait partie finalement de ces cultures savantes, ces cultures scientifiques de l'époque, qu'on peut aussi appeler culture curieuse, sans qu'il y ait forcément une contradiction entre les deux. Dans cette curiosité, la nature a toute sa place sous la forme d'objets, les naturalia, qui vont être abrités dans les cabinets de curiosité. Alors souvent, on dit bah, les cabinets de curiosité, c'est des lieux un peu hétéroclites où il va y avoir un peu de tout. Et puis finalement, c'était juste des gens qui assemblaient des choses sans vraiment aucun ordre, ni logique, ni rationalité. Oui, évidemment, on est au XVIe siècle. Donc ça, c'est déjà une chose. Et par ailleurs, il n'y avait pas forcément de spécialisation des collections. Pourquoi? Parce qu'on comprend le monde en assemblant des objets et en tissant des rapports analogiques entre ces objets que l'on voit. En fait, c'est la mise en scène, la mise en vue, le coup d'œil sur l'ensemble du monde exposé dans le cabinet qui permet de le comprendre. On n'est pas du tout dans une démarche microscopique où on prend un tout petit morceau euh, de peau qu'on place sous microscope et on analyse à l'échelle micro et on produit des savoirs à partir de là. On est vraiment sur plutôt une lecture macroscopique, voire un peu méta. Alors, c'est quoi un cabinet de curiosité? Ça peut prendre différentes formes, mais finalement, on a des modes de représentation assez standardisés qu'on trouve dans l'illustration de l'époque, comme ici le cabinet de Hollevorm au Danemark. Bon, voilà, je reviendrai sur son cas tout à l'heure. On peut aussi représenter le cabinet. Donc là, on est sur un cabinet pièce, une chambre particulière. Vous avez aussi le cabinet meuble, comme ici celui de Domenico Hems. Non, enfin, c'est lui qui a dessiné, pardon, le cabinet, mais je ne sais pas de qui il est. Vous avez le musée Calzolari à Vérone, qui là aussi reprend finalement des codes que l'on retrouve dans celui-ci, donc une mise en perspective d'une pièce, perspective d'ailleurs qui est représentée par le dallage et qui met en scène de manière très organisée en fait. Il n'y a pas de chaos là-dedans en fait. On met en scène plutôt un ordre qui est juste un ordre qui est différent de celui qui nous semblerait logique aujourd'hui. Donc voilà, c'est des objets qui foisonnent, qui sont à la fois des objets naturels, les naturalia, des objets artificiels ou culturels, les artificialia, et tout cela se mélange de façon à créer une certaine vision du monde. Donc, et j'insiste là-dessus, on est vraiment sur une tentative de miniaturisation du monde, et pas forcément du monde naturel au sens histoire naturelle ou sciences de la vie, puisque c'est aussi des concepts, notamment en sciences de la vie, qui n'existent pas du tout. Mais on est sur un mode de représentation et de lecture du monde. Ce qui est plus intéressant sur ces cabinets, c'est qui est derrière. Qui étaient les collectionneurs? Et là, ça devient beaucoup plus intéressant pour voir finalement ce que sont ces cabinets. Alors, les collectionneurs peuvent être, et ça c'est souvent les cas les plus connus, des princes. Vous avez, par exemple, si vous avez eu la chance d'aller visiter Florence, peut-être vu le Stanzino delle Matematiche, donc la petite chambre des mathématiques, qui est une espèce de pièce pas très très grande au sein du musée des Offices, qui est l'ancien cabinet des instruments scientifique du prince, comment il s'appelait? Ferdinand de Médicis, donc qui a vécu entre 1549 et 1609, qui est un exemple du collectionnisme princier.
La chambre aujourd'hui ne contient plus aucun instrument et la décoration de la chambre faisait écho à son contenu, donc elle permet en partie de reconstituer la façon dont il était à l'époque organisé. Ici, dans cette chambre, on exposait des instruments qui avaient pour but de montrer le prestige. C'était pas des instruments qui étaient utilisés, c'était des instruments qui montraient la possession et le pouvoir. Et ça, c'est intéressant aussi, on voit que les savoirs scientifiques et techniques étaient, ou la possession, l'appropriation de ces savoirs-là était un des instruments de pouvoir princier à cette époque-là. Ce qui va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur la réautorisation finalement de cette notion de curiosité. Un autre type de curiosité, donc là, instrument de pouvoir. Un autre type de cabinet ou pardon, je me débat un peu avec le meuble. Un autre type de collectionneur, c'est Ole Worm, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui a vécu entre 1588 et 1654, qui est médecin, mais pas de n'importe qui, médecin du roi du Danemark. Et donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, en fait, c'est son musée sous forme de livres. Et c'est une source tout à fait intéressante pour qui étudie ces cabinets, puisqu'en fait, c'est finalement un musée de papier. Il ne reste pas, le musée n'existe plus, je ne crois pas qu'il y ait de traces matérielles de cette collection. Et en fait, le musée, aujourd'hui comme à l'époque, a existé sous des formes multiples, diffusées, publiées et diffusées, ce qui permettait en fait finalement, bien avant Internet, d'avoir accès au contenu et aussi à un visuel de ce lieu. Je passe sur Calzolari parce qu'il a un profil proche de Worm. Les administrateurs pouvaient être des collectionneurs et ça tombe bien parce que, par exemple, Michel Bégon était administrateur et officier de plume de la Marine royale, donc il a vécu entre 1638 et 1710. Pour les plus forts d'entre vous en histoire, vous vous rendez compte qu'il a presque les mêmes dates que Louis XIV. Pardon, c'était vraiment juste un aparté qui n'a pas de sens ici. Et il était intendant de la généralité de La Rochelle, puis intendant de l'île de Saint-Domingue. C'est très pratique d'être intendant à La Rochelle et à Saint-Domingue parce qu'on a accès directement à la source d'approvisionnement colonial sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, vous avez aussi des administrateurs qui sont des collectionneurs et qui mobilisent évidemment leur réseau professionnel pour entretenir leur collection. Et c'est le cas aussi du renommé Hans Sloane, dont vous avez peut-être entendu parler comme le collectionneur dont la collection a donné lieu au British Museum. Donc c'est quand même une sacrée réputation, fondateur du British Museum, si vous voulez. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est le nom qui est associé à la fondation du British Museum et notamment de la branche Histoire naturelle qui est devenue le Musée d'Histoire naturelle de Londres. Donc cette espèce d'énorme temple néo-gothique à South Kensington et qui est encore aujourd'hui une des plus grosses institutions muséales d'histoire naturelle du monde. Et donc Hans Sloane, il a fait encore mieux. En fait, lui, il était aussi médecin. Il a eu une carrière plutôt, enfin, qui s'est bien développée. Il est issu d'un milieu modeste, mais en fait, la pratique de la médecine lui a permis de non seulement s'élever dans la société, mais aussi de tisser des réseaux assez incroyables, puisqu'il il s'est installé à Londres. Et Londres, c'est pas juste une très grande ville, c'est aussi une plateforme et une capitale coloniale dans lesquelles les réseaux, pareil, d'approvisionnement sont importants, où le commerce d'objets de toutes sortes est important et qui est une plateforme finalement pour les cultures matérielles qui est aussi très important. Sloane, malin, s'insère dans ces réseaux, crée une énorme collection. Et puis, un autre élément qui est pas mal dans son parcours, un peu moins pour les personnes concernées, c'est que il part en, je sais plus la date, 1687. À un moment donné dans sa vie, Sloane est nommé dans une plantation en Jamaïque.
Une plantation, donc, c'est bien un système d'exploitation d'esclaves. Et donc, une grande partie des collections de Sloan ont été issues de sa pratique de la médecine dans cette plantation, donc finalement au sein d'un système capitaliste et d'exploitation raciale, mais aussi, il s'est aussi appuyé sur les savoirs des esclaves pour avoir accès à un certain nombre d'espèces et constituer son herbier. Donc voilà, on est dans des constitutions de cabinets qui racontent finalement tout un tas d'histoires qui sont tout à fait passionnantes à déplier. Alors ça, c'est un peu répétitif, donc je vais laisser. Je vous confirme, 1687 pour le départ de Sloane en Jamaïque. Je vous prie de m'excuser, je prends juste une minute pour pas dire trop n'importe quoi. Voilà, donc vous l'aviez deviné, l'histoire des cabinets et puis ensuite des musées d'histoire naturelle est vraiment intimement liée à l'histoire des sciences de la nature, de l'empire, également du colonialisme. Et cette histoire se lie, se tisse et s'intensifie, si vous voulez, au XVIIIe et au 19e siècle. On est vraiment sur un tournant ici dans l'histoire des musées d'histoire naturelle. Pourquoi? Alors pas juste parce qu'il y a une bascule du cabinet au musée. En fait, il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est que les musées, les cabinets, on a vu qu'il y avait un collectionnisme princier, donc on est vraiment ici dans des logiques de démonstration, de capacité de s'approprier le monde pour pouvoir finalement faire démonstration de son pouvoir politique. Évidemment, il n'y a pas que les princes que ça intéresse aussi finalement les rois qui acquièrent petit à petit de plus en plus les collections autour d'eux. La collection de Sloane, par exemple, a été vendue au roi d'Angleterre en 1750, dans les années 1750, et cette collection est devenue le British Museum, donc le musée national britannique. National, ça c'est important. Là, il y a vraiment une bascule importante à noter. Donc, on est sur une bascule et une prise d'importance des nationalismes. Au même moment, et finalement c'est parfaitement articulé, il y a une intensification des réseaux coloniaux et finalement du projet colonial des Européens. J'ai absolument pas le temps de revenir sur le détail. Éventuellement, si vous avez des questions là-dessus, on peut en discuter. Mais on est vraiment là sur 2 siècles d'intensification de la colonisation et du projet et de la mise en œuvre du projet impérial des Européens à l'échelle du monde. Ces 2 choses, hein, ces 2 mouvements, les nationalismes, les constitutions des États-nations et le développement des empires, vont nourrir en fait un besoin d'objets naturels. Pourquoi? Parce que se met en place un système concurrentiel entre les États et entre les empires, donc plus entre les princes ou les bourgeois du coin. Là, on passe au niveau roi ou au niveau de la tête de l'État, voire de l'État tout court, qui fait montre de sa puissance. Et la puissance, elle passe par la mise en exposition de la nature, de sa capacité à, j'allais dire, s'accaparer, à détenir, à produire et à s'approprier des savoirs sous la forme d'objets dans des musées. Et les musées d'histoire naturelle, donc vraiment ici musée au sens où on est sur une institution souvent ouverte au public à des fins justement de diffusion d'un message particulier sur les sciences et le pouvoir. J'ai perdu mon fil. Bref, ces musées deviennent très importants et sont dans une demande constante d'approvisionnement. Et c'est pour ça que musées et empires sont intimement liés, parce que les musées ont besoin de s'approvisionner. Alors, comment est-ce qu'on s'approvisionne?
Alors, on a vu le cas de Hans Sloane, donc avec son petit voyage à la Jamaïque. Et là, on fait juste un petit zoom sur, en histoire, et comme historienne, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces questions et comment finalement on peut dépasser le fait que on va se promener dans un musée, on voit une petite étiquette et ben, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, l'étiquette, elle dit pas toujours grand-chose, quoique. Le musée, c'est pas juste une exposition. Il y a aussi des réserves et c'est souvent là que les millions et les millions et les millions, j'insiste, je dis 3 fois millions, de spécimens sont conservés. Et comment est-ce qu'on peut savoir ces histoires de l'approvisionnement et finalement de l'accumulation des spécimens? Eh ben, c'est en regardant un petit peu dans les détails et en croisant les sources. Alors, on peut commencer par lire Le voyage en Jamaïque de Sloane, pardon, qui décrit toutes les pièces qu'il a collectées dans ce voyage. Et puis, il donne aussi des indications, comment il l'a trouvé, à quoi ça sert. C'est un médecin, donc il collecte des plantes, mais c'est aussi des plantes qui peuvent avoir des vertus médicinales, par exemple. Et puis, ben, tout ça est articulé avec un herbier. Donc, on peut mettre en corrélation la planche d'herbier, qui est en fait l'objet de collection, avec l'archive imprimée, qui est ici le voyage en Jamaïque, que l'on croise au milieu avec les métadonnées contemporaines. On peut, comme historienne, là, c'est un clin d'œil à Samuel, râler parce que il manque quand même pas mal de données historiques dans les métadonnées contemporaines. Bon, ça, c'est juste une lutte éternelle entre naturalistes et historiens. Mais si on croise ces différentes choses, on découvre finalement à quel point Hans Sloane s'est appuyé sur les savoirs des esclaves, puisqu'en fait, il le dit. Ça ne pose pas du tout de problème à cette époque-là. C'est pas moralement incorrect, c'est juste ben, une façon de procéder. Les collections voyagent. On a une image statique des musées. En réalité, il faut vraiment s'imaginer un 18e et un 19e siècle où les musées sont mobiles. Et il y a beaucoup de compétitions à qui va inventer les meilleurs modes de transport, puisque l'enjeu, c'est transporter avant les systèmes de réfrigération, le transport aérien et le pétrole, donc concrètement, et puis bon, ou le scan et le transfert de données. Donc bien avant tout ça, comment est-ce qu'on transporte des individus vivants sans qu'ils meurent, sans qu'ils soient abîmés et qui finalement ils soient montrables dans un musée et exploitables scientifiquement, c'est-à-dire on peut les décrire, on peut les analyser, on peut les comparer, on peut en faire quelque chose d'un point de vue scientifique. C'est très compliqué et en réalité, il y a énormément de pertes. Quand on voit tout ce qu'il y a dans les musées actuellement, savoir qu'il y a eu beaucoup de pertes, ça donne une idée de la masse de spécimens qui ont circulé dans ces époques-là. Et toutes les correspondances d'archives d'espaces portuaires, par exemple, montrent les discussions qu'il y avait avec comment ça s'appelle, les capitaines de navires qui acceptaient ou non de transporter telle ou telle plante pour le compte de un tel, machin, etc. Donc, on développe des systèmes de transport. C'est notamment la caisse de Ward, W-A-R-D, qui a révolutionné le transport des plantes. Donc, en fait, c'est une espèce de petite serre qui permet de transporter les plantes vivantes. C'est un témoin, symbole, si vous voulez, de cette nature qui voyage entre son lieu d'extraction et la collection qui l'intègre. Et puis, bon, bah, il y a plein de variantes, plein de propositions. Il y a des dépôts de brevets aussi à la fin du 19e siècle autour de cela. Vous avez chaque naturaliste va développer sa propre idée dans son petit, enfin, dans leurs écrits. Il y a vraiment une réflexion intense parce qu'il y a un enjeu aussi qui est important. Voilà, d'autres exemples ici de boîtes, comment est-ce qu'il faut bien préparer les plantes et tout ce système de voyage et de contenants est associé à des publications d'instructions de comment bien préparer les spécimens. On retrouve aussi dans la peinture, par exemple, des exemples de la façon dont cette nature pouvait être transportée. Alors, c'est beaucoup plus romantique ici dans la représentation de Humboldt, donc au début du 19e siècle, qui prépare sa plante dans son herbier ou la met à sécher alors qu'il est sur le terrain.
Donc, on voit aussi que le transport de la plante, c'est quelque chose qui lie très finement le terrain au musée, que le lien entre le musée et le terrain, c'est pas juste un lien d'authenticité et d'identification de l'espèce, mais qu'il y a quelque chose qui relève du travail et de la préparation du spécimen et qui raconte son histoire. Et c'est comme ça finalement que les historiens saisissent cette question. Et vous avez aussi des bateaux spécialisés, ou en tout cas des espaces de bateaux spécialisés qui se développent avec des espèces de laboratoires sur des navires. Mais ça, c'est la version. Alors, j'ai oublié de rajouter une diapo là-dessus. Il y a des travaux récents qui montrent aussi que les vaisseaux esclavagistes sont des vaisseaux qui transportent des spécimens naturalistes. Donc, il n'y a pas de limite, si vous voulez, dans comment est-ce qu'on fait circuler la nature pour les faire arriver dans les musées. Évidemment, ça je vais passer un peu vite, cette collecte, alors s'appuie énormément sur des intermédiaires. Alors les intermédiaires, ça peut un peu tout dire et rien, donc c'est soit des personnes c'est des aides, souvent dans les archives, on les voit, c'est, un tel, mon aide. Donc là, ce que vous dans cette représentation, de Humboldt sur les terrains. Oui, c'est ça, Humboldt. Vous voyez qui est en discussion avec un personnage dont je suis sûre qu'on connaît le nom, mais là je ne l'ai pas, qui est justement son aide et son intermédiaire local, en fait son guide. Et donc ces guides servaient d'intermédiaires, mais vous avez des intermédiaires qui sont quand même globalement plus ou moins volontaires, la question de l'exploitation des forces de travail dans la découverte de sites est un point qui fait l'objet de beaucoup de recherches actuellement et qui montre en fait que derrière cette vision très romantique, il y a en fait un système extrêmement violent en fait qui se met en place dans les stratégies toujours d'approvisionnement des musées. Voilà, je passe vite là-dessus puisqu'il faut que j'avance. Cette violence s'exerce aussi à l'égard des animaux et notamment au XIXe siècle avec le développement de la chasse. À une époque où l'Afrique fait l'objet d'une convoitise importante, donc toute l'histoire du XIXe siècle en Afrique, c'est finalement l'histoire de la conquête européenne et qui passe notamment par la chasse, avec pareil du développement de techniques pour tuer l'animal sans trop l'abîmer. Vous avez des récits qui sont parfois un petit peu gênants, sur ce point-là, et qui font état, de comment est-ce qu'on prélève enfin ça c'est la version un peu pudique. Comment est-ce que finalement on met à mort des individus pour finalement ensuite les transporter en bon état dans des caisses de navires et les faire remonter dans les musées? Ça, c'est des photos, alors je ne me souviens plus de quelle expédition, mais d'une expédition qui a été réalisée fin du 19e ou début 20e, par des naturalistes du Muséum d'histoire naturelle de Berlin, qui avaient beaucoup recours à la chasse et le cas du Muséum, d'histoire naturelle de Berlin est tout à fait édifiante pour cette question de l'accumulation puisque dans les années 1910, le Muséum d'histoire naturelle de Berlin a commandité une expédition à Tendaguru, notamment pour l'extraction de fossiles, dans une quête de collecte de dinosaures, qui était à ce moment-là aussi un signe de puissance scientifique et politique importante. Il y a eu tellement de prélèvements sur place à Tendaguru, donc en Tanzanie, qu'aujourd'hui, en 2025, toutes les caisses ne sont pas ouvertes. Alors, après ce passage sur comment on collecte et d'où viennent les collections. Où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles atterrissent? Pour faire un clin d'œil à la tour. Donc, où atterrissent les collections? Dans des musées. Dans des musées, et là, il y a. Alors, Dominique Poulot qualifie ce moment, notamment du 19e siècle, comme un moment muséal. Je pense qu'on peut le faire. Si on le prend du côté français, effectivement, on est vraiment dans le 19e siècle. À mon sens, c'est plus intéressant de le faire commencer à partir du milieu du 18e siècle parce que le British Museum, etc., émerge à ce moment-là. Donc, y a-t-il un moment muséal? Très certainement.
pour les raisons que j'ai énoncées jusqu'ici. Mais il y a une chose, avec une idée avec laquelle j'aimerais que vous partiez, c'est qu'il n'y a pas de modèle de musée. Il n'y a pas un musée d'histoire naturelle qui serait un modèle à suivre. Il y a autant de modèles que de musées. Chaque musée a son histoire, a ses particularités, et c'est pas juste une façon de dire oui, c'est bien la diversité, c'est aussi une façon de souligner la façon dont chaque musée a été constitué souvent par un ou plusieurs acteurs, souvent pas beaucoup d'actrices, même si elles n'étaient pas très loin, ça dépend où. Et il et elle avaient la volonté d'en faire un musée un peu particulier, c'est-à-dire je vous donnerai des exemples concrets dans un instant, d'en faire des musées qui, certes, étaient conformes à ce dont on attendait d'un musée, à savoir présenter des collections, pouvoir les décrire, les analyser, les comparer et produire des sciences, produire des savoirs scientifiques et naturalistes à partir de là. Également, instruire au XIXe siècle les publics et les sensibiliser à la nature parce que c'était considéré comme une façon d'élever les citoyens que de les exposer à la nature. Mais finalement, chaque musée avait un petit peu son truc particulier. Donc, je vais vous montrer les différents types de musées qu'il y avait, parce qu'il me semble que c'est important de montrer que le musée d'histoire naturelle, c'est pas, si on est chauvin, c'est pas juste le musée zoologique de Strasbourg. Et si, bon, ça c'est moins plausible que ça arrive en dehors d'ici, mais souvent, moi, dans mes travaux, on m'a souvent dit: «Ah, mais vous travaillez sur les musées de province, super, mais le musée de Paris?» Enfin, le Muséum national, oui, donc le musée de Paris, ça c'est jamais très bien pris. Et qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Parce que eux, c'était quand même la vraie science et la vraie référence. Et donc voilà, tout mon travail de thèse, ça a été de dire, bon, il y a certes Paris, mais il y a aussi autre chose. Voilà. D'où l'idée que je veux vous faire passer qu'il n'y a pas un modèle de musée, pour que vous ayez un peu le sous-texte. Donc ce moment muséal, il voit apparaître des musées nationaux qui sont censés porter, matérialiser sous forme architecturale et dans l'exposition de la nature et d'autres objets, comme c'est le cas dans le British Museum, l'esprit et la culture nationale. Donc British Museum au milieu du XVIIIe siècle, qui est à Montague House au début, il est est-ce qu'il est déménagé ou le lieu est transformé? Transformé. Et au milieu du XVIIIe siècle, donc le musée d'histoire naturelle de Londres est ouvert en 1881, mais le transfert, si vous voulez, la séparation des collections, ça fait déjà 25 ans qu'elle a commencé et elle n'est pas finie en 1880. Donc c'est des processus. Bon, transformer les musées d'histoire naturelle, il y a au moins 2 personnes qui sont au courant ici, c'est long. C'est il faut s'armer de patience et ça prend du temps. Vous avez, pas que en Europe, le musée argentin des sciences naturelles qui, apparaît au début du 19e, pardon. Vous avez le musée, sud-africain au Cap, toujours, là, c'est une photo de fin du 19e, mais il émerge au début du 19e. Vous avez le cas particulier du Muséum d'histoire naturelle sur lequel je vais me faire un plaisir de passer très vite. Donc ça, c'est la configuration actuelle, quelque chose de très grand, mais il faut savoir que le 19e est une période d'extension architecturale où le musée s'étend à mesure que des bâtiments spécialisés pour chaque sous-domaine de l'histoire naturelle apparaît. Donc vous avez ici la nouvelle galerie de zoologie qui est rue... ça doit être rue Linné, non, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, pardon. L'intérieur, le côté jardin des plantes, donc qui va être ensuite flanqué de la galerie de l'évolution à la fin du 19e. Ici, une vue sur la galerie de minéralogie, la fameuse galerie de l'évolution de la fin de 1895. Ouais, ça, je passe parce que j'ai pas le temps. Je veux bien vous expliquer des trucs sur l'histoire du musée d'histoire naturelle de Paris tout à l'heure si vous le voulez. Et ça aussi, je passe. Voilà, bref. Donc, des musées en extension, en expansion, mais qui prennent d'autres formes. Il y a aussi les musées et collections universitaires. À Strasbourg, on aime bien, puisque le musée zoologique est un musée municipal et universitaire.
Mais il n'y a pas qu'à Strasbourg que les musées universitaires se développent dans un contexte de développement de l'universitarisation. Donc des formations à l'université, du développement des diplômes pour valider l'acquisition de certaines compétences pour accéder à certains métiers, la médecine par exemple, ou les sciences naturelles. Donc le musée alors il y a une superbe faute de frappe, donc c'est pas de La Palata, mais donc de La Plata en Argentine. Vous avez également ici un cas un peu particulier qui est le musée national, mais aussi universitaire. Donc, vous voyez ces combinaisons un peu, enfin, qui nous paraissent bizarres, mais en fait, elles ne sont pas du tout bizarres. C'est juste que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de modèle de musée. Le musée national d'histoire naturelle et de sciences de Lisbonne est à la fois musée national, musée universitaire et lié à une école d'ingénieurs. Donc, il y avait aussi l'idée d'associer ici la collection à un apprentissage technique et à une mise en application dans un projet de modernisation de la nation, de l'État, à la fin du 19e siècle. Musée universitaire comme celui du musée Agassiz à Harvard, donc le musée de zoologie comparative. Et puis, bien évidemment, vous êtes dans la photo présentement, puisque le musée, enfin les musées rattachés aux différents instituts qui se développent dans le sillage de la construction de la Kaiser Wilhelm Universität à Strasbourg, à partir des années 1870. Alors, l'amphithéâtre d'anatomie pathologique était construit avant le palais universitaire, juste pour dire. Et donc une photo du jardin botanique avant. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce cliché, mais il est assez intéressant pour montrer aussi comment la constitution des collections, l'établissement des universités et des musées sont une question urbaine et environnementale et s'inscrivent aussi, je n'ai pas beaucoup le temps là de creuser cette question, mais s'inscrivent sur des transformations urbanistiques très importantes. Et puis ça, c'est mes préférés, c'est les musées municipaux. Alors, moi, j'ai travaillé sur les musées de Toulouse, Lyon et Nantes. Et ce qu'ils ont de particulier, ces musées, c'est que, en fait, au départ, personne n'en voulait vraiment. C'est un peu je ne sais pas si on peut vraiment parler d'anomalie. En tout cas, en France, ce sont des musées qui sont restés. En gros, c'est des collections qui sont restées là à l'issue de la période révolutionnaire et de la fin des écoles centrales. La Révolution met en place des écoles centrales, donc des lieux d'enseignement secondaire. Super, dit ben voilà, il y a plein de matières très importantes, dont l'histoire naturelle. Pour enseigner l'histoire naturelle, il nous faut des collections naturalistes. Et puis c'est la fin de la Révolution, c'est la fin des écoles centrales, il y a des collections. Qu'est-ce qu'on fait des collections? Bon, et ben donc en fonction des villes, il y a eu des projets qui sont différents et qui sont parfois pas tout à fait dans la lignée de la mémoire qu'on veut bien en faire. Par exemple, à Toulouse, il y a tout un discours qui dit oui, il y avait Pico de la Pérouse, c'était un naturaliste très important. Grâce à sa collection, c'était le muséum de Toulouse actuel. Point du tout. Pico de la Pérouse a certes enseigné avec ses collections à Toulouse, mais il était très agacé que la ville, finalement, ne paye pas son fils qui travaillait gratuitement à l'enseignement des sciences naturelles, a retiré ses collections et a jamais vraiment voulu les donner à la ville pour un musée. Donc voilà, l'histoire n'est pas tout à fait exactement celle que l'on pense, et c'est intéressant de se plonger dans les correspondances pour en apprendre plus. Et finalement, le muséum de Toulouse, il date de la fin du 19e. Donc c'est pas parce qu'il y a un naturaliste et des collections dans une ville qu'il y a un muséum. Et là, si vous voulez, ça revient, comment dire, étayer ce que je vous disais tout à l'heure sur cette bascule qui n'est pas du tout automatique du cabinet au musée. En fait, il peut y avoir 50 ans où il se passe rien du tout et on pense mais en fait, il se passe juste rien. Et à Toulouse, ça a été vraiment long et pénible, les discussions pour avoir un musée. Et bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mon autre petit préféré, c'est le musée de Nantes. Alors à Nantes, c'était un peu compliqué puisque, en gros, jusqu'à 1802, fin des écoles centrales, l'école centrale de Nantes n'avait pas vraiment de collection naturaliste. Ils avaient finalement trouvé une collection à acheter
assez cher. En plus, ils ont dû acheter les services du gardien de la collection avec le musée, du Buisson. Et en fait, bon, ben, le département donc, qui était en charge des écoles centrales fait l'acquisition de cette collection, paye le gardien, mais c'est la fin des écoles centrales. Pas de bol. Donc, en fait, le département, enfin la préfecture, pardon, qui est un représentant de l'exécutif, force la main à la ville et leur dit: «Vous l'achetez». Le maire a dit: «Non, non, non, c'est la crise économique, on n'a pas un radis, on n'achète pas cette collection, on ne sait pas où la mettre, on n'a pas le premier euro pour la financer. Que fait-on?» L'État a dit et le préfet a dit: «Vous l'achetez». Donc voilà, la ville a acheté la collection, a ouvert un musée qui, jusqu'en 1875, date de l'inauguration du bâtiment qui est actuellement toujours le bâtiment du musée. Le musée d'histoire naturelle de Nantes a vivoté dans une situation d'humidité et de manque de moyens, donc pendant quasiment 70 ans. Beaucoup de choses passionnantes à vous raconter là-dessus, mais ce sur quoi je voulais insister ici, c'est que l'histoire des musées n'est pas toujours glorieuse. C'est pas juste cette belle image. En fait, il y a en fait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est très intéressant à voir parce qu'en fait, ça vous donne toute la granularité et les aspérités qui vont avec cette histoire des sciences, à rebours de grands discours sur le progrès. Ça ne les empêche pas de faire de la vraie science, mais c'est une science qui est un tout petit peu plus compliquée que celle que l'on veut bien imaginer. Donc ça, c'est le musée en 1870. Il n'est pas encore ouvert, mais voilà. Alors ça, c'était aussi, bon, c'était juste pour vous montrer très rapidement, c'est juste des archives pour faire joli, mais que vous pourrez évidemment pas lire. Puisque c'est en trop petit, mais pour vous montrer qu'en fait, il y a pas vraiment de connexion entre le Muséum de Paris et les musées municipaux. En fait, ils font quelques demandes, de duplicata quand ils en ont besoin, mais la plupart du temps, Paris leur dit: «Non, il faut que vous les achetiez, il faut que vous payiez le transport». Or, les villes sont souvent, en fait, avant les lois municipales de 1880, ont des budgets qui sont contrôlés par l'État et en fait, ont pas des moyens propres ou en tout cas peu de moyens de développer des ressources propres. A fortiori dans des villes qui sont en crise comme Nantes. Pas le cas à Lyon, par exemple, où là, l'industrie soyeuse, crée un contexte tout à fait différent. Mais les archives du Muséum de Paris montrent qu'en fait, il y a pas beaucoup de liens entre le Muséum de Paris et les musées de province. Or, en général, on présente Paris comme le grand pourvoyeur ou le grand musée pourvoyeur des musées de province. En réalité, c'est pas vraiment le cas. Et ce qui est très intéressant dans les musées municipaux, alors je vais prendre un autre exemple, c'est la façon dont ils vont constituer le territoire de la ville hors de la ville, à grand renfort de collecte. On a parlé de collecte au lointain, mais on peut aussi collecter dans l'espace voisin, ou presque voisin. Ici, vous avez répertorié tous les points sur lesquels s'est rendu Claude Jourdan entre 1832 et 1869. Claude Jourdan, c'est lui. Il était directeur du musée de Lyon. Alors, c'était un médecin, pas vraiment naturaliste, et j'ai cru comprendre que c'est pas un très bon naturaliste. En revanche, c'était un savant administrateur qui avait compris que c'était plutôt important d'avoir beaucoup d'objets dans ses collections. Et surtout, c'était un argumentateur expert qui, parce qu'il avait besoin de subventions, alors c'est pas que le XXe siècle et le XXIe siècle, demander et quémander des subventions pour pouvoir fonctionner dans les institutions publiques, c'est aussi le XIXe siècle. Et donc Jourdan, tous les ans, devait justifier auprès du maire ou du préfet pourquoi il demandait de l'argent. Et donc, en fait, il finançait ainsi ses campagnes, pas de fouilles, mais ses campagnes de terrain. Et donc, chaque point est un point où il est allé. Il a utilisé en fait un argumentaire qui expliquait que Lyon était la capitale naturelle du Rhône et à cette occasion a redéfini ce qu'était le Rhône, à savoir pas juste un fleuve, pas juste un département, mais en fait la totalité du bassin versant
Donc en fait, en gros, toute la partie où vous avez des points, ce qui lui a permis de justifier de ces différents voyages. Ce qui fait que le musée de Lyon contenait cet espace-là. Et en fait, les musées municipaux sont passionnants pour comprendre la façon dont, en fait, ce sont des centres scientifiques et de connaissances de l'espace proche, notamment du sous-sol, et des leviers dans l'exploitation des filons miniers, etc., etc. Et il y a vraiment une articulation très fine ici entre musée, initiative économique, exploration et exploitation du sous-sol et mise en collection, si vous voulez, de cet espace-là. Donc en fait, les musées municipaux ont un lien territorial très fort et très particulier et montrent une nature qui est particulière à cet égard. Alors j'aurais bien voulu vous parler d'Eugène Truta, mais en fait, il faut que j'arrête. Je vais juste m'arrêter ici, sur, ce cliché qui est une de mes photos d'archives préférées. Donc il y a une photographie d'Eugène Truta. Donc Eugène Truta était un naturaliste photographe qui développe la technique, enfin se forme à la technique photographique au milieu du 19e et il a travaillé à Toulouse. Donc on a une chance incroyable qui est qu'il y a des photos du musée de Toulouse, de cette époque-là, donc des années 70. Et il a saisi, alors c'est des temps de pause hyper longs, donc évidemment il y a tout un travail ici de mise en scène, mais il saisit ici Bon-Henri, le taxidermiste, et ça donne en fait une image de ce à quoi pouvait ressembler au 19e siècle ce travail de la nature qui fonctionnait dans les coulisses de tout ce que l'on a pu voir jusqu'ici. J'arrive à la conclusion. Alors aujourd'hui, la vie des musées d'histoire naturelle est peut-être un peu compliquée. Compliquée parce que vous avez vu, je ne vous ai pas raconté des histoires forcément indemnes d'histoires de violence, de colonisation, de formes de brutalité. Je vous ai aussi dit que finalement, la production scientifique était quelque chose qui était peut-être pas si rose que cela, plus compliqué. Comment est-ce qu'on hérite de ces collections aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut renouveler les collections et se poser en finalement temple de défense ou de conservation sous certaines formes de la biodiversité. Je reste à Toulouse, ici, avec cette très belle préparation de l'ours cannelle, qui est donc la dernière ours de souche pyrénéenne, pardon, qui a été tuée en, je vais dire des bêtises, 2008 autour de là, et qui a fait l'objet d'un travail vraiment remarquable. Ici, c'est pas juste le musée, c'est le travail du musée, travail du taxidermiste Brian Aiello, qui met en scène cette nature, mais une nature qui n'est pas celle de l'ours menaçant, une nature finalement ou un lien avec la nature qui est apaisé et apaisant. Donc c'est une façon finalement qui peut être mis en œuvre dans la façon d'adresser ces défis. Une autre question finalement, c'est celle de comment faire face à ces histoires compliquées? Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, par exemple, sur les processus de restitution en cours, sur la façon dont les collections changent complètement de paradigme dans une certaine mesure, de préparation macroscopique, si vous voulez, à des collections de données sur la génétique. Comment est-ce que ça transforme le travail des scientifiques? Comment est-ce que ça transforme les missions des musées? Bref, plein de choses qui, je suis sûre, animeront des discussions futures, mais je dois m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Déborah. Et je rappelle la conférence du 17 octobre par Sébastien Soubéran et Samuel Cordier sur le projet plus particulier de la réouverture du musée zoologique de Strasbourg. Si vous avez des questions plus précises à ce moment-là, ça sera le moment. Et si vous avez des questions pour Déborah, on est là avec le micro. Mais non, c'est allumé. Vous m'entendez pas? Et là, ça va mieux? Non, c'est la même chose? Est-ce qu'ils sont... il faut le passer pour les questions. Mince alors.
Ça marche, vous entendez? Il est pas fort? Est-ce qu'il y a un endroit pour régler le son? Ah, ah, ah. Est-ce que c'est plus fort là? Oui. Désolée. Du coup, je précisais qu'il y a une conférence au sujet de la réouverture du musée zoologique et de la réflexion autour de cette réouverture qui sera animée ou assurée par Sébastien Soubiran, qui est le directeur du Jardin des Sciences, et Samuel Cordier, qui est le directeur du musée zoologique, au cas où vous avez des questions sur ce sujet précisément. Et maintenant, si vous avez des questions pour Déborah, on vous passe le micro. Merci pour cette conférence improvisée, mais qui était néanmoins très intéressante. Alors moi, j'aurais une question. Si j'ai bien compris, le cabinet des curiosités, c'était des collections privées, donc ce n'était pas accessible au public. Une fois que ces musées ont été accessibles au public, quel était le prix pour y entrer? Est-ce que c'était accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y avait quand même une sélection par le prix de l'entrée? Excellente question, merci. Alors, juste un point, les cabinets, l'opposition cabinet privé, musée public, c'est largement remis en question parce que, et ça va dans le sens de la réponse, bon, certes, les cabinets étaient accessibles à un public choisi, mais il y avait de plus en plus de guides qui indiquaient que ben, dans telle ville, si on y passait, il y avait le cabinet de un tel, de machin, etc. Donc c'était des cabinets privés, mais qui de plus en plus étaient visitables. Et j'ai passé les slides sur lesquels je montrais que la place du cabinet dans les logements privés changeait d'espace. Au début, il était placé dans un endroit plutôt deuxième, troisième étage en Italie, par exemple, de façon à protéger les biens qui étaient précieux. Et en fait, finalement, on le descend au rez-de-chaussée de façon à ce que justement il soit public ou dans une certaine mesure public. Ensuite, effectivement, il y a cette notion de lieu public, en tout cas ouvert à un public élargi, mais sur le prix, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse à vous donner parce qu'en fait, j'en sais rien. Et j'ai pas le souvenir d'avoir croisé des archives où les indications étaient données, en tout cas dans celles que j'ai croisées. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut obtenir un laissez-passer et que pour l'avoir, il faut connaître quelqu'un, savoir que le musée existe, éventuellement, donner quelques pièces et que, de fait, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Au musée de Nantes, par exemple, il y avait des journées d'ouverture publique. C'était souvent le musée d'histoire naturelle de Nantes est un musée municipal, mais qui est en fait plutôt dédié aux étudiants. Donc en fait, il est ouvert à l'étude et aux recherches la semaine. Et c'est, je crois, le samedi qu'il est ouvert au grand public, ce qui fait beaucoup se plaindre le comité de surveillance du musée qui dit ah là là, le samedi, c'est jour de marché, il y a des gens qui viennent, ils sont pauvres, il y a des bohémiens, entre guillemets, qui viennent avec leurs gros sabots et abîment le parquet. Donc ça donne quand même une idée aussi de l'étendue des publics possibles qui pouvaient quand même finalement y venir ou y trouver refuge d'une certaine manière. Oui, merci beaucoup. Vous parlez de l'étendue des publics, mais j'imagine qu'il y aurait lieu de parler aussi de l'étendue des collectionneurs, collections privées. Moi, je pense à Thomann à Strasbourg, etc., dont la collection a été récupérée, remaniée, réorganisée de manière scientifique, etc. Mais ce n'était sûrement pas le cas de tous les collectionneurs. Certains voulaient des pièces spectaculaires, qui attire le monde, à la limite qu'on mettait dans son salon pour passer pour quelqu'un d'important, etc., qui a une vie bien remplie, alors que certains collectionneurs ou particuliers avaient sans doute déjà une démarche très scientifique avec l'organisation de la collection de papillons, par exemple, ou d'insectes, avec de très nombreuses pièces, ou des dissections de toutes petites pièces. Donc la démarche des collectionneurs de curiosité était extrêmement variable et rendait compte aussi non seulement du niveau social, mais du niveau culturel, intellectuel des collectionneurs. Pour répondre rapidement sur ce point, en fait, la curiosité, c'est aussi un terme qui a fait l'objet de dénigration au moment du développement des sciences au XIXe siècle pour dire nous, on est les vrais savants. On travaille dans des milieux qui sont scientifiques, qui sont désormais institutionnalisés. Et ça a permis finalement de justifier une forme de
d'organisation à ce moment-là qui a placé en autorité certains lieux par rapport à d'autres. Cette question de la séparation entre amateurs et savants, elle est largement revue maintenant et elle va tout à fait dans le sens de ce que vous dites effectivement, puisqu'en fait, en ornithologie ou en entomologie, aujourd'hui, les savoirs naturalistes sont aussi liés largement à une production qui est issue des milieux associatifs, des milieux amateurs. C'est une histoire qui continue. Alors, dans la continuité de ma première question, qui finance aujourd'hui? Les villes, le ministère de la Culture? J'ai entendu dire que le Muséum de Paris avait des gros problèmes financiers. Je ne sais pas si c'est vrai. Qui finance aujourd'hui? Alors, je vous propose de revenir quand Sébastien et Samuel présentent pour leur poser la question, parce que sur les budgets actuels des musées, je suis pas vraiment très compétente, mais c'est des budgets enfin, des financements qui doivent être variables en fonction des types de musées, évidemment. Et pour les musées d'histoire naturelle, donc en France en tout cas, ils sont liés aux municipalités ou aux métropoles actuellement. Le musée d'histoire naturelle à Paris a un statut particulier parce qu'il dépend du ministère de l'Éducation nationale et de MESRI, c'est quoi déjà? Et de la recherche. Éducation nationale et du coup du MESRI, si je me trompe pas. Je dis des bêtises? Écologie aussi. Ah voilà, pardon. Donc il y a un double canal, tandis que les autres musées dépendent du ministère de la Culture. Donc il y a aussi ici, enfin ça peut expliquer peut-être des différences. Après, sur la situation économique du Muséum de Paris, ça ne me surprend pas, mais je ne sais pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. Dans ce que vous avez décrit comme étant une volonté de laisser accéder au public à des collections, des connaissances, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les musées et les zoos? Alors, l'histoire des zoos, c'est vraiment pas ma spécialité, mais je tente une réponse. Euh, Pour le 19e, en fait, je pense qu'il y a une espèce de continuum, effectivement, dans la mise en public et la mise en exposition du vivant et de la nature, qui prend la forme de musées d'histoire naturelle, mais également de zoos, il y a également les jardins, donc il y a tout un tas de lieux, en fait, de savoir qui s'institutionnalisent et sont financés par les autorités publiques de façon à soutenir l'instruction publique ou la capacité du public à aller s'instruire. Il y a également, et ça va dans le sens de ce que disait monsieur tout à l'heure sur les amateurs, il y a aussi tout un comment dire? Un réseau, c'est pas vraiment un réseau, en tout cas un tissu, de montreurs d'animaux, de ménageries qui circulent partout. Donc en fait, il y a de toute façon un intérêt public important pour finalement voir des animaux, voir la nature. Est-ce que c'est juste de la curiosité parce que c'est joli, parce que c'est exotique, et cetera? Est-ce que c'est lié aussi à la mise en scène, de, la puissance coloniale et du projet impérialiste? Certainement aussi. Tout ça est complètement lié, en fait. Je suis pas sûre de répondre totalement à votre question. Mais en gros, je dirais que ça fait partie avec un fonctionnement qui est différent et des systèmes d'approvisionnement qui sont différents, d'un d'un milieu, non pas d'un milieu, mais oui, de pratiques en fait de visite et d'aller voir la nature qui prennent différentes formes. Sachant qu'il y a quand même un lien entre musée et zoo qui est intéressant, c'est que en fait les animaux morts des zoos atterrissent dans les musées. Idem pour les ménageries qui sont des grandes pourvoyeuses de squelettes de lions, éléphants, tout ce que vous voulez dans les musées. Donc il y a quand même un trait d'union très fort. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être en salle? Merci pour cette présentation.
qui ouvre un peu sur ce qui a fait la passion de pas mal d'individus pour aller à l'autre bout du monde chercher des pièces particulières et les amener et faire partager ça à ses contemporains. La question est, puisqu'on parlait des zoos et que maintenant ils sont parfaitement décriés, quels vont être les moyens de nos enfants pour savoir que en Afrique, il y a des éléphants, qu'il y a des girafes, qu'il y a des animaux, alors que maintenant les zoos vont être vilipendés. D'où l'intérêt peut-être de ces cabinets qui vont permettre de restituer au moins un peu de cette culture qui a son importance, à mon avis, quand on est citoyen du monde. Je suis pas sûre d'avoir une réponse à votre question, mais il faut savoir qu'il y a aussi, notamment du côté de l'anthropologie, pas mal de questionnements sur la place de dépouilles animales dans les musées. Donc, il n'y a pas que les zoos qui peuvent faire l'objet de critiques, mais la place des animaux morts dans les musées fait aussi l'objet d'analyses et éventuellement de critiques. Alors, je vais faire un petit pas de côté sur la question des restes humains, puisque Sébastien Soubiran m'a présenté sur ce volet tout à l'heure. Une question qui se pose beaucoup dans les restes humains et l'exposition des restes humains dans les collections, c'est: «Ah là là, mon Dieu, c'est choquant, les gens, ils veulent pas le voir, ça fait peur» et cetera. Je travaille surtout sur les musées d'anatomie. En réalité, un certain nombre d'expériences locales, donc il n'y a pas vraiment d'études qui permettent de savoir exactement quelle est la position des publics sur l'exposition des restes humains. Il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'il n'y a pas d'opposition nette et caractérisée des publics à ne pas voir de restes humains dans des musées. Par contre, il y a des demandes de contextualisation, d'explication, d'avoir des informations qui vont avec. Et j'ai envie de dire, de ma position de personne qui fait de la recherche et essaye de faire de la médiation de ces recherches, moi, à titre personnel, je trouve ça important qu'il y ait au moins une discussion qui soit ouverte, ou en tout cas une possibilité qui soit là, de façon à, comme vous le dites, montrer ce qu'est l'histoire de la santé, l'histoire du corps, et dont les restes humains sont finalement un témoignage. L'histoire de l'exploitation de ces corps également. Et peut-être que ça peut donner un élément de réponse. On peut aussi parler de l'exploitation des animaux et la montrer. Sinon, bah, il restera les atlas illustrés, hein, et internet. Merci. Bonjour. Justement, ma question, c'était un petit peu par rapport à ces restes humains, notamment ceux qu'on peut trouver dans les écoles. Moi, je suis enseignant au collège et j'ai des restes humains dans des placards. Souvent, j'ai des questions par rapport à ces squelettes, hein, mais aussi bien sûr d'autres espèces, hein, des empaillés, etc. Et on voit parfois des étiquettes d'entreprise. Donc moi, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il existe encore des sociétés privées qui gèrent, voilà, qui font marchandisation de restes, d'espèces, pourquoi pas, enfin voilà, exotiques, tropicales, etc., pour montrer aux autres personnes en Europe, par exemple, à quoi ressemble je sais pas moi, un zèbre ou ce qu'on veut, quoi. Par rapport au reste humain en particulier, qu'est-ce qu'on sait de ces squelettes, de ces dizaines, de ces centaines de squelettes qui se trouvent dans les lycées, dans les collèges, dans les universités en France et dans le monde sans doute ailleurs, quoi. Voilà. Alors, si vous avez des restes humains dans vos collections au collège, ça m'intéresse. C'est la première chose. Donc, ne partez pas. Il faut que je vous attrape. Alors, bon, il y a eu tout un commerce, et je suis passée vite pareil sur la diapo qui montrait que la circulation des spécimens est passée aussi par une économie de la nature qui avait une forme entrepreneuriale, et donc le développement de comptoirs, de taxidermistes qui faisaient commerce. C'était une opportunité économique assez géniale pour un certain nombre d'entre eux, avec des réseaux, des succursales, etc. Et donc vraiment là, pour le coup, une structure enfin indéniable, une structuration indéniable.
Sur la commercialisation, j'étais pas sûre que la question portait éventuellement là-dessus. Sur la commercialisation du corps humain, c'est interdit par la loi et le code civil, donc en fait ça n'existe pas. Par contre, il y a eu des expositions de corps humains, restes humains, je saurais pas vous dire exactement jusqu'à quand, mais il y avait des musées anatomiques en circulation au moins jusqu'au début du XXe siècle, qui relevaient d'un régime privé, si vous voulez. Sur la commercialisation des espèces, alors c'est un point sur lequel je voulais me mettre à jour, mais en fait je l'ai pas fait, mais je sais que la circulation des spécimens et des espèces aujourd'hui est très réglementée, et donc il est de toute façon interdit pendant votre petit voyage, je sais pas où, de prendre une plante et de la ramener ensuite au jardin botanique en disant ah regardez j'ai collecté ça, c'est super, est-ce que vous le voulez? Parce que ça pose déjà tout un tas de problèmes scientifiques, d'identification, etc. Mais également en fait de bioprospection et de réappropriation des plantes et du patrimoine génétique qui est protégé par le protocole de Nagoya de 2000, je sais plus quelle année, 4. Voilà, et il y avait encore une autre question et j'ai oublié ce que c'était. Surtout par rapport aux sociétés privées, si elles existent toujours, hein, s'il y a toujours. Vous avez des... Oui, c'était surtout par rapport aux sociétés privées, est-ce qu'elles existent toujours? Elles sont obligées de respecter évidemment des normes et bien sûr, il y a la protection environnementale. Voilà, En aujourd'hui fait, on vous a. avez pas mal d'auto-entrepreneurs aussi dans le milieu des préparateurs naturalistes et préparatrices et aussi dans tout ce qui reste organique. Il y a pas, pour le dire vite, il n'y a pas assez d'opportunités dans le public pour se caser. Donc, de fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans la préparation, la restauration à titre privé, qui peuvent travailler en privé, enfin, sous un régime privé pour le compte d'une institution publique. Mais oui, il y a des entreprises qui sont liées à ça. Après, vous avez la bioprospection, les industries pharmaceutiques qui vont effectivement, là, on est sur des autres échelles et ça existe, oui, et qui contournent plus ou moins les réglementations internationales. Bon, il y a un peu de tout. Et puis, il y a évidemment du trafic illégal de tout ce que vous voulez. Ça, oui, ça existe. Merci. Est-ce qu'il y a encore peut-être, on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un s'en pose une? Non? Bon, bah du coup, je vous remercie pour cette conférence un peu organisée en dernière minute, mais qui a été grandement menée. Merci à tous pour votre présence. J'ai vu que certaines d'entre vous ont remarqué que j'ai mis un petit questionnaire pour les publics devant. Je vais le laisser chaque lundi maintenant pour faire une petite étude que je mène sur l'année. Si vous le remplissez, vous pouvez me le mettre devant et me le rendre à la fin de la conférence. Merci beaucoup, à lundi prochain.